Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on va se demander si la nature est le meilleur des éducateurs. Je vous présente Socket, mon petit chiot qui est en train de faire plein de bêtises. Si vous avez envie de lui faire plaisir, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît et likez cette vidéo. Le 25 juin, il y a une journée que j'aime bien qui s'appelle « Amener votre chien au travail ». Alors moi, c'est un peu l'inverse puisque c'est moi qui travaille à la maison et donc je suis avec mon chien toute la journée. Mais c'est une pratique qu'on essaye de faire chez les entrepreneurs animaliers, notamment Karine que vous avez déjà vue en vidéo et qui vient régulièrement avec sa chienne Nina dans les bureaux. Alors pour que ça marche, il y a quelques règles de bonne conduite. Il faut être sûr que les animaux s'entendent. Donc on va faire d'abord des présentations peut-être en dehors du cadre de travail pour être sûr que tout fonctionne. Il y a des entreprises comme Royal Canin qui font ça très bien. Elles permettent à leurs salariés de venir avec leurs animaux. Alors il y a un système de rotation pour que tout le monde ne vienne pas avec tous les animaux. Parce qu'imaginez si quelqu'un vient avec ses chiens, avec ses chats et avec son perroquet tous les jours. Voilà, donc il faut une certaine organisation. Ce qu'il faut, c'est aussi s'assurer que tous les collaborateurs sont d'accord avec ce système. Parce que si quelqu'un a peur des chiens, il a le droit d'avoir peur des chiens, il a le droit de ne pas avoir envie de travailler au contact des animaux tous les jours. Donc il faut être sûr que c'est dans la culture d'entreprise et que tout le monde est d'accord. Donc si vous avez coché toutes ces cases, eh bien essayez de parler à votre patron et si c'est vous le patron, essayez de mettre en place ça au moins une fois. Donc une fois dans l'année, venez au travail avec vos animaux. Dans le sujet du jour, on va s'intéresser à la relation entre le monde vivant, c'est-à-dire la nature, et le métier d'éducateur, donc l'éducation. Alors, avant de commencer, parce que j'ai prévu de vous parler de deux auteurs et de deux approches différentes, je vais commencer par vous faire une petite distinction entre la pédagogie et l'éducation, parce que parfois on peut les confondre un petit peu. Tout simplement, la pédagogie, on va être sur le champ de la raison et de la vérité, c'est-à-dire c'est une accumulation des savoirs, alors que l'éducation, on va être dans le champ de l'éthique, le champ des valeurs et le champ du droit. Donc on va être sur une question plutôt tournée vers le comportement, vers l'attitude de l'être humain et donc sa place dans le monde. Et vous voyez bien que la notion de connaissance n'a pas vraiment son intérêt dans l'éducation. Pour ça, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la question de l'éducation à l'environnement. C'est même un métier qui existe, qui est assez documenté. Éducation à l'environnement, eh bien, ça n'est pas une accumulation des savoirs. L'objectif de l'éducateur, ça ne va pas être de vous former, de vous apprendre des éléments de botanique, des éléments liés au monde animal, sur comment reconnaître toutes les espèces d'animaux, etc. L'objectif de l'éducation à l'environnement, ça va être de faciliter un apprentissage du comportement et un comportement qui doit être adapté par rapport au respect de l'environnement, par rapport à la nature, par rapport au monde vivant. Et ça change tout parce qu'on remplace la question de l'objet. Du coup, le sujet va être l'humain. Le sujet d'apprentissage, c'est l'humain qui apprend quelque chose et il va apprendre quelque chose vis-à-vis de l'environnement. Donc l'environnement devient un objet. Et donc ça n'a rien à voir avec des cours fondamentaux sur des cours de théorie, etc. Si on change un petit peu d'univers et qu'on va du côté de l'éducation par la nature, vous avez certainement déjà entendu ce terme éduquer par ou à travers la nature. On va un petit peu changer le paradigme, vous allez voir. L'objet va devenir l'humain. Donc on a dit tout à l'heure que le sujet c'était l'humain, donc on s'adresse à un humain, mais toujours dans le but d'apprendre quelque chose vis-à-vis de la nature. Là, on va éduquer un humain pour l'humain lui-même. Et du coup, on se demande que fait la nature, où est-ce qu'elle est dans cette histoire. Eh bien, la nature, le monde vivant, devient finalement un outil, devient un intermédiaire, devient un prétexte, devient un moyen d'atteindre l'apprentissage voulu. Donc on va se concentrer sur des notions d'apprentissage, de la place que l'humain peut avoir dans le monde, du respect vis-à-vis des autres êtres vivants, de son comportement vis-à-vis des autres et de son attitude. Et c'est sur ce sujet-là que je vais me focaliser aujourd'hui. Alors pour parler de cette éducation par la nature, à travers l'environnement, j'ai choisi deux auteurs ou deux praticiens plutôt qui ont écrit deux ouvrages
pour vous donner quelques exemples et que vous puissiez voir concrètement comment ça peut se manifester tout ça. Alors le premier, et j'ai pris les livres avec moi, c'est donc la pratique de Victoria Sul, on vous mettra les liens en description dans la vidéo, qui a écrit un livre sur la médiation animale. Alors le titre est un peu trompeur parce qu'en fait le sujet, c'est en sous-titre, c'est la zoopédagogie maïeuticienne. Alors c'est un grand terme que vous ne comprenez peut-être pas forcément, mais je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots assez simples. Victoria Sul, c'est une éducatrice. C'est quelqu'un qui travaille dans un centre éducatif fermé pour des mineurs qui sont sous main de justice, donc qui ont bien commis des délits ou qui ont quasiment commis des délits ou voilà, qui sont déjà passés par la prison et qui ont besoin d'une réadaptation sociale, par exemple. Et Victoria Sul va s'intéresser à ces jeunes pour les aider à se réinsérer et à trouver un sens à leur existence, tout simplement. Et pour ça, elle va utiliser ce qu'elle appelle la zoopédagogie maïeuticienne, c'est-à-dire l'observation des populations animales, l'observation des sociétés animales, pour ensuite aller faire des parallèles avec les sociétés humaines. Et ça, je trouve que son livre, il est absolument passionnant, je vous recommande vraiment de le lire. Et on découvre vraiment toute une méthodologie qui lui permet de permettre aux jeunes de se projeter dans un autre mode de vie que la délinquance, que la drogue, etc. Alors, elle va utiliser les sociétés animales pour faire émerger chez les jeunes des parallèles dans la place qu'ils vont avoir dans la société et elle va utiliser plusieurs animaux. Donc, le premier exemple, c'est les sociétés de loups. Alors, elle ne va pas utiliser des loups, elle va utiliser des chiens loups qui vont se rapprocher donc des races de loups. Et ça va servir à quoi? Ça va lui servir à travailler sur la notion de place dans la société, puisque les loups sont organisés de manière hiérarchique, avec un loup alpha, avec un oméga, avec un bêta, etc. Et elle va pouvoir utiliser ça pour aider les jeunes à se projeter, à comprendre que, par exemple, le fait de vouloir toujours être le mâle alpha, ce n'était pas forcément la bonne chose pour tout le monde. Parce que être un mâle alpha, ça nécessite d'être exemplaire, d'avoir des responsabilités, d'assumer ses responsabilités, de protéger son groupe. Alors que certains jeunes vont penser que être le mâle alpha, ça veut dire devenir Escobar, avoir un certain nombre avoir du pouvoir, écraser les gens. Alors que pas du tout, si on observe les sociétés de loups, on comprend que le mâle alpha, il a surtout une très très grosse responsabilité et voilà, qui pèse sur ses épaules. On va aussi comprendre que le loup oméga, qui est souvent plutôt réputé pour être le soumis, le dernier, dans un langage un peu plus courant d'être le loser, eh bien, ce n'est pas forcément ça dans une société. Il va être plutôt un médiateur, il va être plutôt celui qui permet à des sociétés de s'équilibrer, de rester, d'éviter des conflits par exemple. Et donc, on a besoin d'oméga dans nos sociétés. Et certains vont pouvoir s'identifier à cet oméga, non pas comme étant le paria, le dernier de la liste, mais comme celui qui va apaiser une société. Donc ça aide beaucoup les jeunes. Victoria Sul va aussi utiliser les rats domestiques comme étant un miroir des sociétés humaines. Et alors ça, je trouve ça absolument fascinant. Le rat est une symbolique géniale parce que c'est un animal qui est détesté par beaucoup de personnes, qui en plus est souvent dans les laboratoires, donc qui est un animal qui est en cage, emprisonné. Et ça fait beaucoup écho chez les jeunes qui sont passés par la prison. Donc ça a aussi tout un intérêt pédagogique et éducatif pour pouvoir comprendre tout ça. Le rat, c'est aussi un moyen, en fait on se rend compte que quand un jeune connaît un peu plus le rat, connaît le mode de vie, connaît un peu plus par l'observation les rats, il va en avoir moins peur. Et ça fait aussi écho au racisme, aux couleurs de peau, aux religions, qui dit que voilà, plus on connaît quelqu'un, plus on s'intéresse à lui, moins on en a peur et moins on va avoir de préjugés sur cet individu. Donc ça fait aussi partie des évolutions et donc purement de l'éducation. Dernier exemple, et je m'arrêterai sur ça, c'est l'exemple des sociétés de fourmis. Alors Victoria Sul, je crois que c'est une des seules qui a dû s'intéresser à l'observation active des fourmis pour participer à l'éducation des jeunes. Les fourmis, ce sont des sociétés qui sont très soudées, qui sont dures, qui sont organisées,
presque militaires, et ce sont aussi des sociétés qui sont adaptatives. C'est une espèce qui existe depuis quasiment toujours, depuis que le monde vivant existe, et donc on voit bien qu'elle a réussi à s'adapter aux évolutions du monde. Et ça encore, ça fait écho au niveau de l'éducation de nos jeunes. Alors qu'est-ce que j'en retire? Parce que l'objectif, c'est pas de vous faire un résumé du livre de Victor Yasun, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer sur la notion d'éducation. Moi, j'en retire que l'observation des sociétés animales, ça n'a pas pour but d'accumuler des connaissances. Je suis quasiment sûr que les jeunes qui en ressortent n'ont pas une connaissance éthologique de la société des fourmis, ne sont pas capables de reconnaître diverses races de fourmis, et ce n'est pas du tout ça l'intérêt d'une telle méthode éducative. Le but, ça va être d'en tirer des apprentissages qui sont réutilisables dans le monde humain. Quelle est ma place? Qu'est-ce qui va se passer si je me comporte de telle et telle manière? Avec les sociétés de loups, par exemple, on le voit très bien. Si je me comporte mal, je vais me faire recadrer. Si je me comporte bien, ça va bien se passer. Quel rôle est-ce que je veux jouer dans ma propre société? Donc vraiment, l'étude des sociétés animales, ça va permettre ça, de pouvoir se projeter et de s'identifier à un animal, à un rôle en particulier. Alors on change un peu d'univers et je vais vous parler d'un autre éducateur, mais en fait qui est aussi un pédagogue, donc la transition est un petit peu plus difficile, mais vous allez voir, on va parler surtout d'éducation. Donc c'est monsieur Frédéric Plénard qui a sorti un premier livre qui s'appelle L'enfant et la nature. Je vous lis un peu le sous-titre. Et si le lien à la nature était le secret d'une éducation au bonheur? Donc on est bien dans une question d'éducation. Frédéric Plénard a également été à l'initiative d'une expérience qui s'appelle Le Grand Secret du Lien, et vous pouvez voir le film de cette expérience. Alors on le trouve sur le site internet Le Grand Secret du Lien, et il y a quelques projections qui sont organisées parfois un petit peu en France. Le principe de l'expérience, ça a été de plonger des groupes d'enfants et d'adolescents dans des expériences au cœur de la nature. Donc ils ont choisi plusieurs biotopes, c'est-à-dire la forêt, l'océan, des univers de nature en ville et puis aussi la montagne. Et on a plongé des enfants dans des expériences de vie, dans des expériences sensorielles, des expériences de communauté, mais vraiment en plein cœur de la nature. Alors je vous donne quelques exemples des expériences qui ont été menées dans cette expérience du Grand Secret du Lien. Il y a par exemple des sessions de plongée, des grandes randonnées, des campements en pleine forêt, des phases de découverte, de recherche, des jeux libres. Voilà, intéressez-vous aux jeux libres, vous verrez, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Des moments un peu plus sportifs comme de la voile, et puis des moments d'ennui provoqué, donc de rien faire. Vu de l'extérieur, on pourrait, ou certains vont croire que le but c'est de donner à ces enfants un certain nombre de connaissances. D'ailleurs, j'ai été assez marqué quand j'ai vu les témoignages des personnes qui sortaient de cette expérience. La première chose qu'on leur demandait, c'est ah bah maintenant tu dois être capable de reconnaître toutes les races, toutes les essences d'arbres, tu dois savoir distinguer tous les oiseaux dans la forêt, etc. Et à chaque fois, les enfants qui avaient compris le pourquoi de l'expérience répondaient bah peut-être, mais pas forcément, et c'était pas ça le but de l'expérience. L'apprentissage, il est ailleurs. Et l'apprentissage, eh bien, c'est la connexion, le lien avec la nature. Et d'ailleurs, dans le livre et dans l'expérience, parce que ça a été mené par une petite étude de scientifiques, ils l'avouent eux-mêmes, l'expérience n'était pas forcément centrée sur l'enfant et sur son apprentissage, mais sur la manière dont on pouvait créer cette connexion entre l'humain et la nature. Je vous lis une petite citation qu'on trouve dans le livre de Frédéric Plénard. C'est une citation d'un des enfants qui a bénéficié de cette expérience. Il s'appelle Ludovic. Il dit: d'habitude, on fait des jeux, on apprend à reconnaître les animaux et les plantes, on va vite. Là, on a eu le temps de ne rien faire. C'était génial. J'ai pu entendre le chant des oiseaux, regarder les formes des arbres, sentir les odeurs. Entendre, regarder, sentir. On n'est pas dans une accumulation de connaissances. On est dans une expérience sensorielle, on est dans une activité expérientielle, et l'ennui est peut-être une des méthodes les meilleures pour pouvoir provoquer ça. Et on voit bien que on est dans quelque chose qui n'est pas dans la pédagogie.
Et si ce n'est pas dans la pédagogie, c'est peut-être dans l'éducation et on va le voir un petit peu après. Ce qui fait qu'il y a une phase d'éducation, ce n'est pas juste le fait de plonger des enfants dans la nature et de les laisser rien faire, c'est tout l'encadrement humain qu'il va y avoir autour de ça. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a un encadrement scientifique avec une équipe, avec des professionnels de l'éducation, avec des professionnels aussi de la sociologie, en tout cas de l'étude des comportements. Et il va y avoir plusieurs phases. Donc la première chose, c'est l'encadrement pendant la phase d'expérience. Et puis la deuxième phase, ça va être une phase d'ancrage et de verbalisation. La phase d'ancrage et de verbalisation, je ne peux pas la décrire en quelques secondes, donc il faudrait que vous lisiez le livre pour comprendre. Mais en gros, pour faire très très simple, à la fin de chaque expérience, il y avait une sorte de création d'un cercle dans lequel les enfants pouvaient partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Et cette phase-là a été vraiment désignée comme étant une des plus importantes parce que vivre quelque chose, c'est important, mais si on veut l'ancrer et en tirer des conclusions, en tirer des apprentissages, eh bien, il faut la verbaliser entre êtres humains. Et c'est ça qui est important. Alors, quels sont les enseignements que moi je tire de ces deux méthodes, de ces deux ouvrages et de ces deux professionnels de l'éducation? Eh bien, dans ces deux approches et même dans d'autres approches, puisqu'il y a d'autres livres dont je pourrais vous parler, on va remarquer un socle commun. Le premier, c'est la nature n'est pas une fin en soi. On n'est pas dans une accumulation des connaissances, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. La deuxième, c'est que l'apprentissage va être tourné vers l'humain et sa place vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire sa compréhension de lui-même, la compréhension de ses propres émotions, de ses réactions vis-à-vis de ses émotions, etc. Et puis sa place vis-à-vis de la société, avec la zoopédagogie par exemple, ou l'expérience en pleine nature également. Et ce qui est magique, c'est que ça marche. C'est qu'on remarque dans ces deux livres que ces expériences en connexion avec un élément vivant accompagné par l'humain va avoir un impact sur l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire susciter des apprentissages. Et donc ça marche. Troisième enseignement que j'en retire, c'est que c'est toujours basé sur une méthode avec une phase expérientielle et une phase de verbalisation. Donc on n'est pas sur le simple fait de plonger des enfants dans la nature ou de plonger des jeunes dans une expérience. Il faut ensuite prendre le recul nécessaire pour mettre des mots dessus, pour l'expliquer, pour exprimer son ressenti et échanger entre êtres humains pour pouvoir partager ce qu'on a vécu. Et ça a un vrai impact. Et enfin, le quatrième enseignement que j'en retire, c'est que l'éducateur ou le professionnel, puisqu'ils ne s'appellent pas tous, ils ne vont pas tous se prévaloir du terme d'éducateur, il est là pour encadrer cette phase expérientielle. C'est-à-dire que si, à part peut-être pour le jeu libre et encore, mais si on veut qu'une expérience réussisse bien et qu'elle porte ses fruits en termes d'objectifs, eh bien il faut que l'éducateur, le professionnel soit là pour faire en sorte qu'on aille dans la bonne direction et qu'on ne parte pas dans autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il est là aussi pour aider à poser les bonnes questions dans la phase d'ancrage et donc pour interagir avec la personne. Et c'est là où on revient encore une fois à la notion de facilitateur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos. C'est un terme qui est très important pour moi, le mot de facilitateur. On est sur un professionnel qui a pour but vraiment de maîtriser la connaissance de l'humain et de la création du lien entre le vivant et l'humain. Donc son but à lui, ce n'est pas lui-même de tout savoir et d'être capable de répondre à toutes les questions de tout le monde, c'est de savoir comment est-ce qu'il va créer ce lien entre l'humain et le monde vivant. La clé, si on prend l'exemple de Victoria Sul, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne connaît certainement pas tout sur les fourmis, mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est qu'elle soit capable de créer quelque chose autour de l'observation des fourmis pour pouvoir aider les jeunes à en tirer des apprentissages. Et donc les compétences les plus fondamentales du facilitateur, eh bien, c'est d'abord la compréhension de ses propres objectifs. Qu'est-ce que je cherche à atteindre en tant qu'éducateur? Qu'est-ce que je cherche à atteindre en tant que facilitateur? D'avoir des méthodes d'animation, des méthodes d'écoute, des méthodes d'observation, de bienveillance et d'empathie. L'empathie étant vraiment une des compétences les plus fondamentales dans ces métiers-là. Et ça m'amène à une dernière chose, c'est que le facilitateur, s'il veut être capable de pouvoir s'adresser à ses publics, il faut aussi qu'il maîtrise sa propre connaissance de lui-même,
ses compétences humaines à lui, son propre savoir-être et toutes ses propres valeurs, tout simplement. C'est bientôt les vacances, alors plutôt que de vous partager un livre, je vais vous en partager deux. Le premier, c'est un tout petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Traces et empreintes. C'est vraiment une histoire de détective. C'est un livre, un petit guide pour réussir à reconnaître des animaux dans la nature grâce à leurs empreintes, grâce à leurs excréments, grâce aux petites marques qu'ils vont laisser dans la nature. Alors ce qui est intéressant par exemple que j'ai découvert, c'est la manière dont une noisette est mangée. Eh bien, on peut savoir si c'est un mulot, si c'est un rat, si c'est un ragondin. On arrive à voir exactement quel type d'animaux ont laissé telle trace sur leur alimentation. Bon, vous avez Socket qui vous dit bonjour en même temps, merci Socket. Deuxième livre que je vous présente, c'est Les arbres grandissent-ils toute leur vie? Alors là, on est plutôt sur un livre un peu plus voilà, où on vous raconte des histoires. 60 clés pour comprendre les arbres. On vous mettra tous les liens en description. C'est un livre que j'aime beaucoup de André Granier, voilà, qui est une bonne lecture pendant les vacances. Et comme je n'ai pas donné les auteurs, l'édition sur le premier, donc c'est Traces et empreintes de Carnet de nature des éditions Milan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like ou à vous abonner. Et si la notion de facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant vous intéresse, eh bien, je vous ai préparé une petite formation découverte. Vous allez découvrir les 3 postures du facilitateur, à savoir, donc je l'ai déjà dit, le pédagogue, l'éducateur et la relation d'aide. On va également parler dans cette formation d'animaux, de nature et de médiation animale. C'est totalement gratuit. Pour en bénéficier, vous avez juste à aller sur le site des entrepreneurs animaliers, entrepreneur-du-6animalier.fr/facilitateur. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et portez-vous bien.